est toujours ensemble dans ce Carrefour Info sur Média TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite les titres. Aux États-Unis, l'attaque perpétrée hier à New York a endeuillé le pays. L'attentat a été préparé pendant plusieurs semaines selon la police. L'assaillant blessé, un Ouzbek de 29 ans, a été interrogé sur son lit d'hôpital. Un autre attentat terroriste, cette fois-ci en Tunisie. 2 policiers ont été victimes d'une attaque au couteau devant le Parlement par un homme armé. L'un d'eux est grièvement blessé. L'assaillant arrêté a avoué avoir adopté la pensée extrémiste il y a 3 ans. Sport à la fin de ce journal, c'est parti pour la 5e édition du Tour international des motos. Pendant 16 jours, 90 participants venus de 11 pays vont parcourir 6000 km à moto. L'initiative vise la promotion du Maroc sur le continent. Avant de développer tous ces titres, sachez qu'au Maroc, les supporters des Rouges et des Verts ont disputé un vrai derby aux abords du complexe Mohamed V. Ce matin, à Casablanca, des affrontements et jets de pierre étaient au rendez-vous devant les guichets du complexe entre les supporters du Wydad et ceux du Raja. Et pour cause, la programmation de la vente des billets des 2 matchs des Wak Ahli et le Raja, association sportive des phares, le même jour. Pour rappel, ce samedi, le Wydad de Casablanca affrontera Al-Ahli égyptien en finale de la Ligue des Champions. Et demain, jeudi, le Raja rencontre l'association sportive des phares de Rabat dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe du Trône. 2 matchs importants pour les 2 équipes de la ville que leurs supporters tiennent à suivre à tout prix. L'actualité aux États-Unis, c'est cette attaque meurtrière à New York. 8 personnes ont été tuées, 11 autres blessées hier après-midi par une camionnette. L'Ouzbek de 29 ans a préparé l'attentat pendant plusieurs semaines selon la police de New York. Les réactions internationales se succèdent. L'Union européenne a exprimé aujourd'hui sa solidarité avec les États-Unis. Même son de cloche du côté de la Suisse. La Russie a dénoncé une attaque tragique et inhumaine. Anissa Harao. Les enquêteurs continuent leurs recherches. La veille, un homme a foncé dans la foule avec sa camionnette. Il s'agit du premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. Il a fait 8 morts et 11 blessés. Selon plusieurs enquêteurs cités par les médias américains, l'assaillant est identifié comme étant Sayfullo Saipov, un Ouzbek arrivé aux États-Unis en 2010 et habitant dans le New Jersey où la camionnette a été louée. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a indiqué qu'il s'agissait de l'acte d'une personne isolée qui se serait radicalisée aux États-Unis. Pourtant, aucun membre du voisinage n'avait pu remarquer un quelconque signe de dérive. J'ai aperçu le suspect plusieurs fois en promenant mon chien. On se disait bonjour, rien de plus banal. Sayfullo Saipov disposait d'un titre de séjour permanent et travaillait comme chauffeur Uber, selon le New York Times, qui précise qu'il avait déjà été sous le radar de la police. Les enquêteurs ont par ailleurs trouvé une lettre d'allégeance à Daesh dans le véhicule qui a servi à l'attentat ayant causé la mort de 5 Argentins et une Belge. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a présenté ses condoléances aux familles des victimes et rappelé l'importance de la solidarité internationale contre le terrorisme. Nous apprécions le soutien de nombreux pays dans notre lutte contre le terrorisme. Je veux rappeler que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la menace n'existe plus. Ce mercredi, la bourse de New York s'est également joint à la douleur des familles en observant 1 minute de silence. Direction le Proche-Orient, le Hamas a tenu parole. Le mouvement au pouvoir depuis une décennie à Gaza a cédé aujourd'hui à l'autorité palestinienne le contrôle des points de passage vers l'Égypte et Israël, un test majeur pour la mise en œuvre de l'accord de réconciliation interpalestinienne. Au terme de cette entente, l'autorité palestinienne, entité internationalement reconnue, doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Gaza. Aujourd'hui, le Hamas a aussi complètement démantelé ses infrastructures au point de passage d'Erez, à la frontière nord avec Israël. Je vous propose maintenant d'écouter la correspondance de Valérie Ferrand et les correspondantes de Radio Méditerranée Internationale. Eh ben, les mots sont exacts, Manal. C'est un soulagement, c'est une loi, c'est une vraie joie parce que ce transfert est important sur ce plan-là. Si l'on prend par exemple le cas du poste de Rafah à la frontière avec l'Égypte, celui-ci était pratiquement tout le temps fermé depuis plusieurs années. Les Gazaouis ont eu aujourd'hui coup sur coup de bonnes nouvelles.
D'abord, ce poste frontalier doit réouvrir en permanence à partir du 15 novembre prochain. Et de plus, la direction palestinienne a annoncé que toutes les taxes que prélevait le Hamas à ce poste frontalier vont être annulées. Donc, les étudiants, les hommes d'affaires et bien sûr les malades, enfin, toute personne devant se rendre à l'étranger va enfin pouvoir à nouveau planifier un petit peu plus sa vie. Autre point important, Manal, comme vous l'avez souligné, le démantèlement de l'infrastructure sécuritaire mise en place par le Hamas au point de passage de Erez à la frontière nord avec Israël. N'oublions pas que le problème de la bande de Gaza, c'est aussi d'être relié à la Cisjordanie, pas simplement au monde extérieur. Donc ce démantèlement va faciliter d'une certaine manière le passage des personnes qui sont déjà soumises de toute façon à un contrôle sécuritaire intensif côté israélien lorsqu'elles veulent se rendre en Cisjordanie. En Europe, maintenant, le bras de fer continue entre Madrid et le président destitué de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont. Il ne se rendra pas à sa convocation par une juge de la Haute Cour de justice espagnole, mais il s'est dit prêt à répondre à ces questions depuis la Belgique, selon son avocat belge. La Haute Cour a entamé une procédure à son encontre pour rébellion, sédition et abus de confiance. La juge de l'audience nationale a convoqué Puigdemont pour jeudi et vendredi et 13 autres membres de l'exécutif catalan destitué. Si Puigdemont ne se rend pas à sa convocation, eh bien, il pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt qui l'empêcherait de participer aux élections régionales, des élections convoquées le 21 décembre par Madrid. Nouvelle attaque terroriste en Tunisie. La Tunisie qui tente encore de panser ses anciens plaies dues au terrorisme, justement. Aujourd'hui, 2 policiers tunisiens ont été victimes d'une attaque au couteau devant le Parlement par un homme armé. L'un d'eux est grièvement blessé, selon le ministère de l'Intérieur tunisien. Plus de détails dans ce reportage signé Najwa Bacha. 2 agents de sécurité ont été attaqués à l'arme blanche à 8 h du matin devant le siège du Parlement à Bardo, en plein centre-ville. L'un des 2 agents blessés se trouve dans un état critique, alors que l'agresseur a été aussitôt arrêté, selon un communiqué de la ministère de l'Intérieur. Les 2 officiers ont été poignardés par un intégriste qui a utilisé un couteau. Le premier officier a été blessé au niveau de la nuque et l'autre au niveau du nez. L'assaillant a essayé de s'enfuir, mais il a été rapidement arrêté par la police. Selon les premières investigations, l'assaillant a reconnu adopter l'idéologie takfiriste depuis 3 ans. Il s'agit d'un jeune âgé de 25 ans et résidant à la cité Tavamun, la cité populaire la plus pauvre dans la capitale. On a démantelé dernièrement plusieurs réseaux takfiristes et c'est normal qu'on attend maintenant des réactions terroristes de ce genre. À savoir que la menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie ces dernières années. Et ce, grâce au démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes. Depuis sa révolution en 2011, la Tunisie a été frappée par plusieurs attentats terroristes, dont 3 majeurs en 2015, revendiqués par Daesh. Aujourd'hui, les terroristes changent de stratégie et la situation sécuritaire appelle à la vigilance. Najwa Bacha, Médien TV, Tunis. En quittant la Tunisie pour la France, le président Emmanuel Macron a reçu son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta hier à l'Élysée. La force conjointe antiterroriste était au cœur de l'échange. Emmanuel Macron s'est félicité de quelques avancées symboliques notables depuis les combats cet été, dont le processus de paix au Mali. Le récit est signé Mamadou Diaye. Comment financer la force du G5 Sahel ? Un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron qui, hier soir, sur le perron de l'Élysée, tentait de faire bonne figure en recevant son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Difficile pour le président français de se satisfaire après le refus américain essuyé la veille à New York, car la France, qui cherchait à obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, devait au préalable obtenir le feu vert des États-Unis, premier contributeur de l'organisation, devra finalement se contenter d'une simple aide bilatérale. Les premières opérations dans la zone des 3 frontières doivent être lancées ces jours-ci et elles démontrent que nous avons pu collectivement tenir les délais que nous nous étions fixés à Bamako. Ce qui pour moi est une source de satisfaction. Il faut que nous tenions à cette même rigueur collective. Le soutien de la communauté internationale pour la force conjointe se renforce lui aussi. Et cerise sur le gâteau, il y a 2 jours, sinon hier seulement, nous avons appris que les lignes américaines avaient bougé un peu. Nos amis américains avaient consenti
à mettre la main au dollar et que nous avions 60 millions de contributions en bilatéral. C'est heureux. Vous l'avez dit, je crois que dans tout cela, l'objectif c'est quoi? C'est la paix au monde mondial. La région du Sahel est devenue ces dernières années un important foyer pour les groupes extrémistes chargés de rétablir la paix. La force conjointe doit atteindre sa pleine capacité de 5000 hommes d'ici mars 2018. Elle sera répartie en 7 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger, 1 pour le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. La ville de Savaré, dans le centre du Mali, a été choisie pour accueillir le centre de commandement général opérationnel. En France, le pays tourne la page de l'état d'urgence. Il a pris fin aujourd'hui. C'est juste après l'entrée en vigueur, ce mercredi, de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Instauré après les attentats du 13 novembre 2015, ce dispositif créé en 1955 pendant la guerre d'Algérie devait initialement durer 3 mois. Il a finalement été prolongé à 6 reprises pour sécuriser le Tour de France, pour l'Euro 2016 et puis pour l'élection présidentielle. Au total, 241 personnes sont mortes dans des attentats commis sur le sol français depuis 2015. Le bilan aurait été encore plus élevé si l'état d'urgence n'avait pas été en vigueur, selon les autorités françaises. Et dans le dossier diplomatique, le président russe Vladimir Poutine a entamé ce mercredi une visite en Iran, un déplacement sur fond de tension entre Washington et Téhéran au sujet de l'accord international sur son programme nucléaire. L'accord de Vienne, mais le conflit syrien aussi et les relations bilatérales, ces sujets seront au cœur des discussions entre le président russe et ses interlocuteurs iraniens. Vladimir Poutine doit également participer à un sommet avec ses homologues iraniens Hassan Rouhani et azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Mais avant, il doit discuter en tête-à-tête avec Rouhani et être reçu par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. On part directement au Japon où le Parlement a réélu aujourd'hui Shinzo Abe, Premier ministre, après la victoire écrasante de son parti. C'était lors des récentes élections législatives anticipées. À 63 ans, il est en passe de réaliser le record de longévité d'un Premier ministre au Japon. Au cours de la brève campagne de 12 jours, il a souligné la nécessité d'un gouvernement fort face à ce qu'il appelait la double crise du pays, à savoir une Corée du Nord imprévisible et la chute de la natalité. Shinzo Abe a également promis d'engager un débat sur la question controversée d'un amendement de la Constitution pacifiste du pays. Allez, du sport pour clore cette édition. Le top départ de la 5e édition du Tour international des motos a été donné hier à Abidjan. Pendant 16 jours, 90 participants venus de 11 pays vont parcourir 6000 km à moto. C'est la première fois que ce rallye de solidarité se déroule en dehors des frontières marocaines. L'initiative est à mettre à l'actif du Club royal des motos de Rabat. Elle vise d'abord la promotion du Maroc sur le continent à travers les pays qui seront traversés, à savoir la Côte d'Ivoire, comme point de départ, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Le parcours de ce rallye sera ponctué d'actions sociales dans les villes visitées en partenariat avec la fondation Children of Africa. Tout au long du parcours, au moins 7000 cartables et fournitures scolaires et décorations seront distribuées à des élèves des 4 pays visités par le Tour international des motos. Écoutons à ce propos Abdelmalek Tani, il est ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, puis Najem Kemsi, vice-présidente du Club royal des motos. Donc c'est une très belle initiative qui met en lumière l'attachement du Maroc à ses frères et ses sœurs africains. Et aujourd'hui, je rends un vibrant hommage à tous les participants et aux organisateurs de ce grand raid qui va montrer encore une fois notre possibilité, notre lien indéfectible avec notre continent, l'Afrique. Ce raid se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et ce raid, encore une fois, vient illustrer avec brio les racines africaines du Maroc. Et aujourd'hui, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui vont traverser 6000 km en Afrique vont mettre en exergue la relation entre les deux peuples du Maroc et les peuples de tous les pays qui vont être traversés. Alors, nos objectifs du club en général, c'est le social. On a fait une action sociale ici à Abidjan avec la Première Dame, en partenariat avec Children of Africa.
On a donné 4000 cartables avec tous les outils scolaires, cahiers, stylos et 500 tablettes pour les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Ici prend fin ce rendez-vous d'actualité à suivre sur Média TV. La chronique Sans détour signée Pierre Boussel, suivi du dossier du jour Anouara Alaoui Ismaili, directeur du marketing, de la communication et de la coopération de l'ANAPEC, revient aujourd'hui sur les perspectives de l'emploi au Maroc pour l'année 2018 en compagnie de Hanal Farou. Très bonne suite de programme sur notre antenne.